200 guerriers Comanches arrivent, et un homme seul doit choisir entre la peur et la bonté. Une enfant perdue, un ranch isolé, et un acte de miséricorde capable de changer l'histoire. Quand cela se produit, c'est toujours pour une raison grave. Thaddeus Bear Malisté allait bientôt le comprendre, mais tout avait commencé 24 heures plus tôt, sous le soleil brûlant du Texas, quelque part entre Amarillo et nulle part. Alors qu'il réparait une clôture près du ruisseau, Bear aperçut une petite silhouette qui avançait péniblement sur sa propriété. L'enfant, une fillette d'à peine 8 ou 9 ans, marchait en zigzag, visiblement épuisée. Ses vêtements traditionnels amérindiens étaient déchirés, et même de loin, on devinait la faim qui pesait sur chacun de ses pas. Dans cette région, beaucoup auraient réagi avec méfiance, car les relations entre colons et tribus locales étaient tendues depuis des années, mais Bear, lui, choisit une autre voie. Il s'approcha lentement, les mains visibles, et découvrit le visage amaigri de la petite fille, ses lèvres sèches, ses yeux remplis de peur et d'espoir mêlés. Elle parla dans une langue qu'il ne comprenait pas, mais son geste vers sa bouche et vers l'eau ne laissait aucun doute, elle avait besoin d'aide. Malgré les avertissements entendus en ville, malgré les risques, Bear prit une décision qui allait bouleverser sa vie. Il la porta jusqu'à sa cabane, lui donna à manger et la laissa reprendre des forces. En servant le repas, son regard fut attiré par un collier dissimulé sous les vêtements, un bijou cérémoniel qu'il reconnaissait, appartenant à la famille du chef White Bull, le leader Comanche le plus respecté de la région. À cet instant, Bear comprit que cet enfant n'était pas une inconnue, mais la fille d'un homme capable de mobiliser des centaines de guerriers. Pourtant, il ne pouvait plus reculer. La fillette mangea avec reconnaissance, puis s'endormit, épuisée, tandis qu'au loin, un groupe de recherche suivait déjà sa trace jusqu'au ranch. En fin de journée, des voisins vinrent prévenir Bear que la tribu la cherchait activement. Ils lui conseillèrent de la ramener au plus vite, mais aucune option n'était sans danger. Quand la nuit tomba et que le vent se leva sur la plaine, un rythme sourd se fit entendre au loin, régulier, profond, annonçant une arrivée imminente. Bear, immobile devant sa cabane, comprit alors que le moment de vérité approchait, et que sa décision, guidée par l'humanité, allait le placer face à une épreuve qu'aucun homme ne pouvait éviter. En attendant le matin, les Comanches allaient arriver cette nuit-là. Bear retourna précipitamment dans la cabane, l'esprit en ébullition. Les tambours de guerre résonnaient de plus en plus fort, chaque battement distinct, lent, méthodique et terrifiant. Ce n'était pas le bruit chaotique d'une attaque désorganisée, mais une force organisée et redoutable. La petite fille s'éveilla dans sa chaise, alertée par le son des tambours. Ses yeux s'ouvrirent grands, et pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, Bear vit sur son visage une expression de reconnaissance. Elle comprenait le sens de ces tambours mieux que lui. Elle parla rapidement en comanche, pointant la porte puis elle-même. Sans comprendre les mots, Bear percevait la panique dans ses gestes, elle tentait de lui transmettre un message important, mais la barrière de la langue rendait la communication impossible. Bear s'agenouilla près d'elle et parla aussi calmement qu'il le pouvait, « Je sais que tu ne peux pas me comprendre, petite, mais j'essaie de t'aider. Ces tambours, ce sont les tiens qui viennent te chercher, n'est-ce pas ?» La fillette acquiesça vigoureusement, puis attrapa sa chemise et le tira vers la fenêtre. Elle montra l'extérieur et ouvrit et ferma les doigts à plusieurs reprises. Bear compta avec elle, 10, 20, 30, jusqu'à 200. Son cœur se serra, 200 guerriers. Il avait espéré pouvoir raisonner avec quelques dizaines, pas avec une force capable de dévaster la région. Soudain, les tambours cessèrent, et le silence qui suivit était pire que le bruit lui-même. Bear se pencha à la fenêtre et distingua, comme surgissant de l'ombre, des formes se déplaçant en formation parfaite autour de sa cabane. Même à la lumière de la lune, il voyait les peintures de guerre, les plumes dans les cheveux et les armes brandies. Ce n'étaient pas des hommes venus négocier. La fillette tira encore sur sa manche, pointant vers elle-même puis vers la porte. Elle voulait aller vers eux, mais Bear ignorait si cela aiderait ou empirerait les choses. Une voix se fit soudain entendre, en anglais, avec un accent marqué mais clair, « Homme blanc, nous savons que vous avez pris ce qui nous appartient. Rendez-nous la fille, et vous survivrez peut-être. » La bouche de Bear se dessécha. La voix imposait une autorité absolue, c'était sûrement le chef White Bull. Bear connaissait les légendes sur cet homme, il avait uni plusieurs tribus et n'avait jamais perdu contre la cavalerie. Maintenant, Bear allait devoir se confronter à lui et convaincre 200 guerriers de sa bonne foi, en une minute. Il prit la décision la plus difficile de sa vie, ouvrir la porte, lever les mains et sortir, la fillette le suivant de près. Devant lui, 200 guerriers formaient un cercle parfait.
Le chef descendit de son cheval, imposant, ses yeux brûlants d'une colère contenue. La fille courut vers son père, mais au lieu de la joie, White Bull paraissait sombre et méfiant. Il examina sa fille et suivit ses gestes en direction de Bear. Bear comprit, chaque mouvement du chef traduisait une tension prête à exploser. White Bull s'approcha lentement, « Ma fille me dit que vous l'avez nourrie et protégée. » Bear répondit calmement, « Elle était affamée, je ne pouvais la laisser mourir. » Le chef poursuivit, « Vous saviez qui elle était et pourtant vous ne l'avez pas rendue immédiatement. » Bear sentit le poids de 200 regards sur lui. « Ce n'est pas vrai, je n'ai rien voulu prendre, je voulais seulement protéger un enfant. Que feriez-vous à sa place? Plaider pour la clémence d'un chef de guerre ou défendre vos actions face à un danger certain? » Bear choisit. Il sortit un petit morceau de tissu, parti du vêtement de cérémonie de la fille, preuve qu'il ne lui avait fait aucun mal. White Bull le regarda, la reconnaissance traversant son regard. Bear expliqua qu'il l'avait nourrie, abritée et soignée sans rien attendre en retour. La fillette intervint, mimant les gestes qui racontaient son histoire, manger, dormir, sourire à Bear. Pour la première fois, il vit un sourire sincère. White Bull observa ensuite une photographie sur la table, la famille de Bear disparue depuis 3 ans. Il murmura, « Vous avez aussi perdu un enfant ?» Et pour la première fois, sa voix laissait entrevoir autre chose que la colère. Bear répondit, la gorge serrée, « Peut-être est-ce pour ça que je n'ai pas pu la repousser. » White Bull prit la photographie et observa attentivement les visages de la famille perdue de Bear. Dehors, les guerriers restaient en position, mais l'atmosphère avait changé. La petite fille continuait de bavarder en comanche, racontant apparemment à son père chaque détail des soins que Bear lui avait prodigués. Elle dit que tu aurais pu en profiter, traduisit White Bull, un homme blanc seul avec une enfant comanche. Tu aurais pu demander une rançon, l'utiliser comme protection. Au lieu de cela, tu l'as simplement nourri et laissé se reposer. Bear acquiesça, je n'ai pas de querelle avec ton peuple, chef. Je me contente de travailler ma terre et de vivre en paix. White Bull resta silencieux un long moment, toujours tenant la photographie. Quand il parla enfin, ses mots surprirent tout le monde, y compris sa propre fille, mes guerriers s'attendaient à trouver un kidnappeur ce soir. Ils pensaient brûler ce lieu et ramener ton scalp comme preuve de notre justice. Il posa soigneusement la photographie. Au lieu de cela, nous trouvons un homme qui a montré de la bonté envers une enfant qui aurait pu être son ennemi. Bear sentit l'espoir poindre dans sa poitrine, mais entendait aussi des mouvements impatients à l'extérieur. 200 guerriers étaient venus pour le sang, et leur chef parlait de bonté. White Bull continua, il reste un problème. Mes guerriers ne peuvent pas revenir les mains vides. Ils ne peuvent pas raconter à leurs femmes et enfants que nous sommes sortis punir un crime et sommes revenus avec rien d'autre que des mots. Le sang de Bear se glaça. Que veux-tu dire? Demanda-t-il. Même si tu n'as eu aucune mauvaise intention, tu as créé une situation qui exige une résolution. Mon peuple attendait justice ce soir, et s'ils ne l'obtiennent pas? Il désigna la porte, d'où des voix de plus en plus agitées se faisaient entendre. Certains de mes jeunes guerriers croient que tout homme blanc qui touche une enfant comanche doit payer le prix. Ils pensent que je suis faible de parler au lieu de combattre. Dehors, quelqu'un cria en comanche, et d'autres voix reprirent le son. Bear ne comprenait pas les mots, mais le ton était clair, il demandait du sang. White Bull regarda Bear droit dans les yeux, il n'existe qu'une seule façon de satisfaire à la fois justice et honneur ce soir, mais elle demandera de toi quelque chose de plus difficile que la mort. Broken Arrow s'interposa, le visage marqué par la colère. Il parla rapidement en comanche, la voix montant à chaque mot. Bear comprit le défi sans traduction. White Bull répondit calmement mais fermement, et Bear vit les 2 hommes se faire face, chef contre guerrier, autorité contre colère. La fille se rapprocha de Bear, tremblante. Les guerriers commencèrent à choisir leur camp, certains derrière Broken Arrow, d'autres restant fidèles à leur chef. La discipline qui avait marqué leur arrivée commençait à se fissurer, et Bear comprit qu'il était témoin d'un événement pouvant diviser la tribu. Broken Arrow pointa sa lance vers Bear et cria, plusieurs guerriers acquiescents. White Bull serra la mâchoire et parla à nouveau, avec la fermeté d'un dernier avertissement. Mais Broken Arrow ne reculait pas. À ce moment-là, la petite fille fit quelque chose d'inattendu, elle se plaça entre les 2 hommes et parla en comanche, avec passion et rapidité. Sa voix perça la tension comme un couteau. Bear observa l'expression de Broken Arrow passer de la rage à la confusion, peut-être à la honte.
White Bull traduisit, elle raconte exactement ce qui s'est passé, comment elle s'est perdue dans la tempête, a erré des jours sans nourriture ni eau, et s'attendait à mourir seule sur la prairie jusqu'à ce que tu la retrouves. Elle décrit comment Bear l'a aidée parce qu'il comprenait la perte, et non pour nuire à leur peuple. Broken Arrow baissa légèrement sa lance, mais son visage restait dubitatif. La fille continua, s'adressant à tous les guerriers. Bear vit l'effet se propager dans la foule, les visages durs s'adoucissant. White Bull traduisit, juger votre bonté ferait de nous pas mieux que les soldats qui tuent sans poser de questions. Si nous punissons la miséricorde, nous devenons les monstres que l'homme blanc croit que nous sommes. Le silence qui suivit fut assourdissant. 200 guerriers restaient immobiles, réfléchissant aux paroles de cet enfant de 8 ans. Finalement, Broken Arrow murmura. White Bull traduisit lentement, peut-être que l'esprit a envoyé à son frère un enseignant plutôt qu'un ennemi. La sagesse vient parfois des voix les plus petites. Bear sentit l'air autour d'eux changer. La tension n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose d'autre, incertitude ou début de compréhension. White Bull regarda Bear avec respect, ma fille vient de transformer une expédition de guerre en réunion de conseil. Mais le plus dur arrive maintenant. Quoi donc? Demanda Bear. Vous devez leur prouver que sa foi en vous était justifiée. Ce soir, dans notre village, devant les anciens qui ont passé leur vie à haïr votre peuple. White Bull désigna son cheval. Êtes-vous prêt à parier votre vie sur la parole d'un enfant? Bear baissa les yeux vers la fille, qui le regardait avec ces mêmes yeux désespérés qui avaient commencé tout cela. Mais cette fois, il comprit qu'elle ne demandait pas son aide. Elle l'offrait. Et cela fit toute la différence. Le voyage jusqu'au village Comanche dura 3 heures à travers un terrain inconnu de Bear, canyon caché et chemin secret. En approchant du camp, il vit des dizaines de feux scintiller dans l'obscurité et entendit le murmure des voix annonçant leur arrivée. Le conseil tribal se réunit immédiatement malgré leur tardive. Sept anciens s'installèrent en demi-cercle autour d'un feu central, le visage grave dans l'ombre dansante. Bear se tint au centre, conscient qu'il était probablement le premier homme blanc à pénétrer ce lieu sacré et à en revenir vivant. White Bull expliqua les circonstances du sauvetage de sa fille, puis Broken Arrow exprima encore sa défense de la justice traditionnelle. Le débat dura des heures en Comanche. Bear ne comprenait rien, excepté quelques gestes en sa direction. La fille s'avança à nouveau, la voix calme mais pleine de conviction. Elle parla pendant presque 10 minutes, sans jamais détourner le regard des anciens. Lorsque ce fut fini, l'ancien le plus âgé, un homme aux cheveux entièrement blancs, lui posa une seule question. Sa réponse fut immédiate et sans hésitation. White Bull se tourna vers Bear, elle croyait vraiment qu'il risquerait sa vie pour sauver une enfant Comanche encore une fois. Connaissant le prix que cela pourrait coûter, elle dit oui sans hésiter. Les anciens chuchotèrent entre eux. Bear attendait, le cœur battant, chaque instant pouvant être sa dernière respiration. L'homme aux cheveux blancs se leva lentement, sa voix portant l'autorité de décennies de sagesse. White Bull traduisit, les esprits nous ont envoyé un test ce soir. Non pas pour la guerre, mais pour savoir reconnaître quand la miséricorde mérite miséricorde en retour. Bear sentit ses jambes faiblir de soulagement. Mais l'ancien n'avait pas terminé, vous aurez le passage sûr jusqu'à votre terre. Mais plus encore, notre tribu vous protégera. Tout Comanche qui vous nuira ou à votre propriété répondra devant ce conseil. Bear ne pouvait parler. Je ne sais que dire. L'ancien continua, une seule condition, si l'un de nos membres vient à vous dans le besoin, affamé, blessé ou perdu, vous leur montrerez la même bonté que celle que vous avez donnée à cet enfant. Je le promets, répondit Bear sans hésitation. Ce qui se passa ensuite surprit tout le monde. La fille courut vers Bear et le serra dans ses bras, parlant pour la première fois un anglais approximatif, merci de m'avoir sauvé. Maintenant, je te sauve. À l'aube sur la prairie, Bear retourna à son ranch avec une escorte d'honneur, non une expédition de guerre. Deux cultures, sur le point de s'affronter, avaient trouvé un pont grâce à un simple acte de bonté. Le ranch de Bear devint un lieu neutre où Comanche et colons pouvaient se rencontrer en sécurité. Bear ne s'enrichit jamais, ne devint pas célèbre, mais il vécut le reste de sa vie en sachant que parfois, les plus petits actes de miséricorde peuvent prévenir les plus grandes tragédies. Chaque année, l'anniversaire de cette nuit, une jeune femme Comanche, autrefois enfant affamée et désormais respectée, venait partager un repas avec Bear pour se souvenir du moment où deux mondes choisirent la compréhension plutôt que la guerre. Les saisons passèrent sur le ranch de Bear.
L'hiver étendit son manteau blanc sur les plaines, et la poussière rouge de l'été laissa place aux gelées matinales. Les relations entre Bert et les Comanches, autrefois tendues au point de la violence, s'étaient transformées en un fragile équilibre, fondé sur la confiance et la gratitude. Les guerriers qui autrefois battaient le sol de leurs tambours avec menace venaient désormais à cheval pour échanger des nouvelles, des histoires et parfois, des provisions. Les colons voisins regardaient cette entente avec un mélange d'étonnement et de méfiance, ils n'avaient jamais vu une telle paix instaurée par un simple acte de bonté. La petite fille, maintenant une jeune adolescente, revenait régulièrement au ranch. Elle avait grandi, mais son regard portait toujours cette lueur vive, témoin d'une enfance marquée par la peur et la faim. Chaque visite était pour Bert un rappel de cette nuit où le destin avait suspendu le souffle du monde. Elle racontait ses journées, ses apprentissages auprès de son père et des anciens, et Bert, en retour, partageait ses connaissances sur le travail de la terre, l'élevage et la chasse. Les deux mondes s'apprivoisaient lentement, comme deux fleuves qui se rencontrent pour former un cours plus large et plus puissant. Un matin de printemps, alors que le soleil perçait à peine l'horizon, Bert reçut une missive inhabituelle. Ce n'était pas un papier officiel ni un message d'un voisin, mais une feuille de cuir soigneusement pliée, marquée d'un symbole qu'il avait appris à reconnaître, le signe de White Bull. Il l'ouvrit avec précaution et lut les lignes tracées d'une écriture ferme mais élégante. Le message l'invitait à une rencontre inhabituelle, un conseil de tous les chefs tribaux de la région, une assemblée qui se réunissait une fois par décennie pour discuter des affaires majeures concernant toutes les nations comanches. Bert sentit son cœur se serrer, jamais un homme blanc n'avait été invité à une telle réunion, et il comprit que son geste de bonté n'était plus seulement reconnu, mais respecté au point d'ouvrir une porte interdite. Quelques jours plus tard, Bert se retrouva sur son cheval, accompagné de la jeune fille devenue son guide et traductrice. Le chemin vers le camp central était parsemé de dangers naturels, ravins étroits, rivières aux courants puissants et bois mystérieux où le moindre faux pas pouvait se révéler fatal. Mais la confiance mutuelle entre Bert et son escorte rendait chaque pas sûr. Les arbres semblaient s'incliner devant eux, les oiseaux cessaient leur chant comme pour marquer le passage de ces visiteurs exceptionnels. Lorsque le camp apparut enfin, Bert fut frappé par l'ampleur de l'assemblée. Des centaines de tipis s'étendaient à perte de vue, entourés de chevaux, de chiens et de feux qui brûlaient encore malgré leur avancée. Des hommes et des femmes vêtus de leurs habits traditionnels, certains portant des peintures de guerre, d'autres des ornements de cérémonie, se déplacèrent avec une précision et une harmonie qui rappelaient à Bert le rythme des tambours de cette nuit fatidique. Au centre, un cercle plus large rassemblait les chefs les plus âgés et respectés, tous tournés vers un feu immense. Leur silence était plus intimidant que n'importe quel cri de guerre, et Bert sentit le poids de leur regard sur ses épaules. White Bull s'avança alors, toujours imposant, mais avec cette même aura de sagesse et de retenue qu'il avait frappé la première fois. Il présenta Bert à l'assemblée, expliquant le sauvetage de sa fille, la bonté manifestée envers elle, et le risque que l'homme blanc avait pris pour prouver son intégrité. Les murmures parcoururent le cercle, et certains gestes approbateurs apparurent. Bert comprit que chaque mouvement comptait, chaque mot, chaque respiration. Puis, la jeune fille intervint. Sa voix claire et assurée résonna à travers le cercle, racontant avec précision l'histoire qu'il avait menée jusqu'ici, les jours de peur, de faim et de solitude, et le réconfort que Bert lui avait offert. Chaque détail était observé attentivement, chaque geste scruté, et le silence pesait sur la plaine comme un voile de respect. Les anciens hochèrent la tête, certains les larmes aux yeux, d'autres marquant un sourire rare et sincère. Après ce récit, un chef âgé se leva, s'appuyant sur son bâton de cérémonie. Il parla lentement, chaque mot porteur d'une autorité qui semblait faire vibrer l'air lui-même. Nous avons été témoins d'un acte que beaucoup considèrent faible ou naïf. Mais la force véritable n'est pas dans la vengeance, ni dans le sang versé, mais dans le cœur qui agit avec justice et miséricorde. White Bull traduisit, et Bert sentit un soulagement mêlé d'une crainte respectueuse. Il comprit que sa vie, et celle de son ranch, avaient été sanctifiées par l'approbation de ses anciens. Les semaines suivantes, Bert devint un pont vivant entre les deux mondes. Il enseignait aux enfants comanches l'art de la culture du blé, des chevaux, et de la survie dans les champs, tandis que les adultes lui apprenaient l'astronomie des plaines, les rituels de guérison et le langage complexe de la terre. Chaque rencontre apportait son lot de découvertes. Bert apprit à lire les signes de la nature comme les Comanches le faisaient depuis des générations, et la tribu apprit à respecter les cycles de la vie agricole selon les connaissances des colons. Les deux mondes, si longtemps opposés, trouvaient désormais des harmonies insoupçonnées. Cependant, le passé ne disparaît jamais totalement.
Un soir, alors que Bear réparait une clôture près du ruisseau, il aperçut une silhouette familière sur la colline. Ce n'était pas la jeune fille, mais Broken Arrow. Le guerrier, autrefois figure de colère et de défi, se tenait là, hésitant. Bear sentit son cœur se serrer, les rancunes pouvaient renaître à tout moment. Pourtant, au lieu d'une attaque, Broken Arrow s'approcha lentement, la tête basse. « Homme blanc » dit-il, sa voix rauque et pleine de gravité. « Je viens vous comprendre, et non vous défier. » Bear respira profondément. Le cycle de la colère semblait pouvoir se rompre, et il sut que la patience et la bonté pouvaient transformer même les cœurs les plus endurcis. Au fil des années, le ranch devint un sanctuaire, les enfants jouaient ensemble sans distinction de sang ou de culture, les anciens échangeaient leurs connaissances, et même les conflits naturels étaient abordés avec une sagesse nouvelle. Les histoires de Bear et de la petite fille circulaient au-delà des plaines, inspirant ceux qui croyaient encore à la force brute comme seule loi de la vie. Les feux de camp racontaient la même leçon, un acte simple de compassion peut éteindre le feu de la guerre avant qu'il ne commence. Et chaque année, à l'anniversaire de cette nuit où 200 guerriers avaient frappé à sa porte, Bear et la jeune fille, désormais une femme, se retrouvaient pour partager un repas, raconter des histoires et regarder les feux de la prairie. Ils savaient que le monde pouvait être cruel, que la peur pouvait guider les hommes à commettre des erreurs irréversibles, mais ils avaient prouvé qu'avec courage, cœur et honnêteté, un seul acte de bonté pouvait changer le destin de centaines, peut-être même de générations. Le ranch de Bear devint une légende, non pas pour sa richesse ou ses batailles, mais pour la preuve vivante que la miséricorde, même dans l'endroit le plus aride et le plus dangereux, pouvait créer un pont entre des mondes autrefois séparés par la haine. Les enfants, aujourd'hui adultes, racontaient encore à leurs propres enfants l'histoire de l'homme blanc qui avait nourri une fillette comanche et sauvé 200 vies de la guerre par un simple geste de cœur. Et dans le silence de la prairie, lorsque le vent caressait les hautes herbes et que les étoiles scintillaient au-dessus des feux des tipis, on pouvait presque entendre le rythme ancien des tambours de guerre transformés en cadence de paix, battant encore pour rappeler que la bonté a le pouvoir de transcender même la plus ancienne des rancunes.